Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où pendant 2 heures vous pouvez parler de vous en toute liberté et en toute sincérité, nous confier vos doutes, vos interrogations, vos préoccupations mais aussi vos aspirations. Alors pour témoigner, il vous suffit d'appeler le 39 21 où vous serez accueillis ce soir par Justin et Asiba sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et si vous vous sentez proche d'un auditeur ou d'une auditrice, si vous souhaitez lui apporter du réconfort, témoigner de votre expérience personnelle, à tout moment, jusqu'à 1 heure, vous pouvez également appeler le 39 21, choix 1, je précise, sinon vous tombez sur mon répondeur. Et Justin et Asiba ont beau être très polyvalents, ce ne sont pas des pieuvres, ils n'ont que 2 bras, 2 oreilles, et ils ne peuvent pas à la fois répondre à vos appels, m'apporter les mails et écouter le répondeur. Donc si vous souhaitez témoigner, réagir au témoignage, 39 21 choix 1. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer vos messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit. Caroline Dublanche sur Europe 1. Alors vous pouvez revenir sur des sujets qui ont été abordés la veille. Hier, c'était la journée des femmes. Alors j'entends déjà, ça va en faire sursauter plus d'un. Ils vont dire non, c'est pas vrai. Elle revient pas encore avec la journée des femmes. Déjà une journée pour certains, c'était trop. Et certains vont dire, ça y est, Dublanche recommence avec sa journée. Non, ce n'est pas moi, c'était Marie qui est avec nous au 39-21 et qui voulait apporter sa pierre à l'édifice. Elle n'a pas pu témoigner hier soir et elle voulait nous faire témoigner d'un vécu. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc je suis contente de vous avoir et je vous remercie vraiment beaucoup. Je suis une fidèle auditrice de votre émission. Mais je vous remercie. Voilà. Oui, donc je voulais réagir hier à la suite du petit débat qu'il y a eu. Bon, je me rappelle plus très bien les noms. Oui, assez agité. Voilà, assez très agité. On a l'impression qu'on rallumait la guerre des sexes. Hein. Voilà. Donc moi, ce qui m'a un petit peu énervé entre guillemets, c'était en toute simplicité, c'est quand le monsieur a abordé le thème de l'Afrique. Donc je voulais juste dire à tout le monde qu'en Afrique, la journée de la femme est une journée très importante, qui est même peut-être un peu plus célébrée qu'ici, en Occident. Je parle en connaissance de cause, je suis africaine. Bon oui. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des préparatifs longtemps à l'avance. Les pouvoirs publics mettent vraiment tous les moyens en œuvre pour que cette journée soit... comment dirais-je, qu'il y ait une certaine publicité autour. Donc, vous êtes de quel pays ? Moi, je suis originaire du Cameroun. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, je voyage énormément, pas seulement en Afrique, mais par mon travail, je voyage en Afrique et dans le monde. Donc, j'ai vraiment une expérience aussi du terrain. Je vous prends juste un exemple pour la journée de l'Afrique, la journée internationale des femmes. Oui. Chaque année, il y a un tissu pagne qui sort et toutes les femmes, celles qui le veulent, l'achètent et se font de jolies tenues pour ce jour-là. Il y a des débats. Il y a énormément de choses qui sont organisées autour de ce thème, justement, qui mettent en avant toutes les avancées, tout ce qui reste encore à faire autour de la problématique des droits de la femme. Voilà, donc... et ce n'est pas uniquement pour les gens qui habitent en ville, c'est aussi pour le message arrive également dans les campagnes, parce qu'aujourd'hui, voilà, les télés, les chaînes de télé, il y en a autant, on capte toutes les chaînes du monde en Afrique. Vous allez dans un village reculé, vous trouvez qu'il y a au moins un poste de télé que les gens arrivent à capter. Donc l'Afrique, du moins l'Afrique subsaharienne, je parle vraiment que de ce que je connais. Je ne dis pas qu'il y a le modernisme partout, il n'y a pas l'électricité partout, mais enfin on n'est plus au siècle dernier, quoi, voilà. Et que ce message-là arrive partout et que
vraiment, enfin moi je sais que les pouvoirs publics, il y a énormément de choses qui sont organisées, il y a des colloques, il y a des tas de rencontres autour de ce thème pour justement améliorer ce qui reste, enfin parce qu'il y a toujours, je sais pas si un jour on arrivera à 100% à avoir des choses positives, enfin il y a quand même des choses qui avancent. Non, mais c'est important parce que effectivement, Gérard posait la question de l'utilité d'une telle journée. Il disait même que ça faisait régresser au fond le droit des femmes. Alors il se situait lui par rapport à la position des femmes dans les pays occidentaux, hein, évidemment. Et c'est vrai qu'on rappelait, notamment Lisbeth le rappelait en disant aussi journée internationale des droits des femmes. Et à un moment, Gérard aussi disait oui, mais en quoi vous avez dit, il a parlé, en l'occurrence, il avait cité comme exemple les femmes africaines, mais d'autres pays également pouvaient il pouvait y avoir des retombées positives pour elles. Donc c'est en ça que c'est important de vous entendre, parce que dans d'autres pays aussi cette journée a un sens et finalement n'est pas qu'un symbole, Il y a des choses qui se font. Voilà, parce que je sais que dans des pays, par exemple comme le Mali, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'excision des jeunes filles, etc. Oui. L'excision est en recul au Mali. Les mariages forcés aussi, la polygamie tend aussi un peu à diminuer parce que tout ça, ce sont quand même des pratiques qui sont héritées des traditions anciennes, et donc c'est toujours très très difficile comment dirais-je, de faire évoluer des mentalités qui sont nées, qui ont été formatées par des traditions. Voilà. Mais tout ça avance. Et c'est un travail qui est aussi fait par des femmes, parce qu'en général, ce sont des femmes, des groupements de femmes, des ONG locales aussi, des ONG internationales bien sûr, mais des ONG locales qui prennent ce problème à bras-le-corps et qui sillonnent des villages pour expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et même, je vais vous dire, même dans il y a aussi le problème de la mortalité des femmes due aux grossesses rapprochées. Oui. Voilà, donc il y a énormément de formations dans les villages. Ce sont des femmes africaines, des médecins. Il y a énormément d'associations qui sont sur le terrain et qui œuvrent vraiment autour de la problématique de l'émancipation des femmes en général. Le changement passera par les femmes. Est-ce que pour autant il faut voir aussi rencontrer le chef de village ? Alors en général, les sociétés africaines, bon, c'est pour ça que des fois quand on parle de démocratie, la démocratie ce n'est pas une notion africaine. Voilà, c'est-à-dire que le pouvoir dans les villages, c'est d'abord les aînés. Et les aînés, ce sont la plupart du temps les chefs de village, qui au départ sont des sages, donc des personnes très respectées. Oui. Donc vous ne pouvez pas arriver dans un village et prendre la parole sans aller voir l'aîné. Et oui. Voilà, le sage, qui est le chef du village. Et qui, lui aussi, après, quand il vieillit, il transmet son savoir à son successeur. Donc c'est la tradition orale, hein. C'est un petit peu c'est un peu la base de la société africaine. Bon, je ne suis pas érudit, il y a certainement des gens qui vont apporter d'autres choses, qui peuvent aussi témoigner beaucoup plus en profondeur. Mais bon, je voulais vraiment dire qu'il y a des choses qui avancent et que même dans les villages reculés, les gens... Parce que quand les gens voient l'évolution, quand les gens voient qu'il y a moins de morts, que leurs filles sont en bonne santé après avoir mis au monde 3-4 enfants, bon, les choses changent. Les choses changent. Et ce qu'on constate aussi, c'est que on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir 4, 5, 6 femmes. Parce que tout de suite, on a une grande famille. Et comment faire pour les nourrir par les temps qui courent ? Oui. Voilà. Donc, les choses s'améliorent. Bien sûr, il faut toujours donner un coup de main. Il ne faut jamais arrêter de rappeler les choses aux gens. Enfin, cette journée de la femme est très importante parce que justement, elle remet, c'est-à-dire qu'on fait le bilan de tout ce qui a été acquis. Oui, au cours d'une année. Au cours d'une année, voilà, on le rappelle. Et puis on voit aussi tout ce qui reste à venir parce que le chantier est énorme.
Et la femme, dans les foyers africains, c'est la femme qui dirige. Bon, même si c'est une femme au foyer, c'est elle qui gère l'argent du foyer. C'est vraiment la femme, la maman qui gère la maison. Donc pour ça, faut pas l'oublier, quoi. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Bon, je suis un peu non, vous le dites clairement. Oui, j'ai un message qui arrive là au 7 10 25 qui dit: de quelle Afrique est-il question? De l'Ouest, de l'Afrique centrale, de l'Est, du Sud? Les différences culturelles ne sont rien face à la diversité africaine. Voilà, alors évidemment, vous précisez. Il y a des Afriques. Il y a des Afriques. On peut pas, ce qui est valable en Afrique centrale ne l'est pas toujours en Afrique. En Afrique de l'Ouest. Bien sûr, c'est un vaste continent. Voilà, grosso modo, je pense que tout le monde, tous les Africains se retrouvent quand même même ne serait-ce que, je prends un exemple, l'éducation des enfants. Quand on met un enfant au monde, il n'est pas que pour nous. C'est-à-dire que le voisin, si l'enfant fait quelque chose de mal, le voisin peut le corriger. Par exemple, peut lui dire, bon ben voilà, t'as pas bien agi, etc. C'est la communauté en fait qui élève un enfant. Voilà, donc. Ou à l'inverse, vous dites le corriger ou le protéger. Ou le protéger aussi, voilà. Voilà, c'est-à-dire que les sociétés africaines, les maisons sont ouvertes. Voilà, donc les maisons ne sont jamais fermées. Donc dans les quartiers, les gens se connaissent. Il y a aussi, c'est ce qui fait aussi la force de la solidarité. C'est que quand le voisin, moi j'ai connu ça quand j'étais petite, si la voisine avait oublié d'acheter du piment au marché, elle venait demander du piment à la maison et vice versa. Voilà. Donc les maisons sont vraiment ouvertes. Et donc je pense quand même que globalement on retrouve un petit peu certains aspects avec des différences bien sûr, mais dans beaucoup de sociétés africaines. Évidemment, l'Afrique australe est encore différente, l'Afrique du Sud est différente. Mais c'est intéressant cette dimension, quand vous dites ça c'est une différence extrêmement importante par rapport aux Occidentaux. Vous dites l'enfant n'est pas à nous, alors que dans nos têtes, l'enfant quelque part, nous ici, l'enfant est à ses parents, l'enfant appartient à ses parents, et ce qui peut générer beaucoup de souffrance des deux côtés, aussi bien du côté de l'enfant que du côté des parents, qui n'acceptent pas de voir cet enfant à un moment s'éloigner, ou de voir cet enfant prendre une autre direction que celle qu'ils avaient implicitement décidée pour lui. Enfin, alors qu'un enfant, déjà quand il est dans le ventre de sa mère, je dirais, est un être à part entière, même s'il a besoin de sa mère pour se développer. Indéniablement, mais c'est un être à part entière. Or, on a quand même chez nous cette dimension ancrée que l'enfant, comme s'il appartenait à ses parents. Or, l'enfant, non, on l'amène à se construire, à se développer, à faire en sorte qu'il puisse être quelqu'un d'autonome. Voilà. Mais alors les gens disent oui, bien sûr, mais au fond, après, quand on entend dans les discours, c'est pas aussi simple. Et je trouve que c'est ce qui est intéressant, entre beaucoup d'autres choses d'ailleurs, dans la culture africaine, où il y aurait beaucoup de choses dont on aurait à apprendre. Est-ce qu'il y a d'ailleurs même de la même façon qu'un enfant finalement dans ce côté ouvert peut trouver aussi refuge auprès d'autres, des tantes, des oncles, même qui ne sont pas même par le sang, mais qui peuvent faire figure comme ça d'autres référents. Alors que ici, dans nos familles nucléaires, et de plus en plus, puisqu'on a maintenant des familles même monoparentales, l'enfant parfois est complètement bloqué entre ses deux parents, voire un seul parent, et parfois n'a aucun autre cours possible quand ça se passe mal. Voilà, parce que par exemple, il n'y a pas de tuteur. Parfois. Voilà, et chez nous, du moins chez moi au Cameroun, c'est très courant de voir un enfant qui vit chez son oncle, peut-être parce que la maman ou les parents n'ont pas les moyens
de l'élever ou pas spécialement de l'élever, mais bon, peut-être de l'envoyer à l'école, parce que l'école n'est pas gratuite chez nous, tout est payant. Donc il y a un oncle ou une sœur aînée qui va le prendre en charge. Voilà, c'est très fréquent. Donc c'est un petit peu... on s'éloigne un peu du sujet, mais bon... donc c'est la société africaine est très... Non, mais c'est intéressant aussi de... solidaire, en fait. Déjà dans les familles, bon, bien sûr, c'est pas l'idéal, c'est pas une société parfaite, bien sûr, mais en général, les gens sont très solidaires dans les familles et autour, même... et je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui peuvent... j'espère qu'il y en a qui écoutent, qui pourront en témoigner. Oui. Voilà, ou apporter d'autres exemples. Mais c'est vrai qu'il y a cette solidarité-là qui nous fait grandir. Moi, j'ai été élevée par ma sœur aînée. Vous voyez, donc j'en suis pas morte. Oui, c'est ça, c'est intéressant. Oui, vous avez ça. Au contraire, on vous sent très bien, très sereine, très très bien. C'est un autre modèle. D'ailleurs, il y a Sarah qui rebondit sur ce que vous dites, qui dit justement parmi les proverbes africains, plein de sagesse, qui dit il y en a un qui dit pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Exactement. Et il y a Flo, qui est First Lisa aussi, qui dit vraiment, qui trouve votre témoignage intéressant, qui dit ça vous leur apportez beaucoup de richesse, justement que c'est intéressant d'entendre cette diversité. Et vous vivez depuis longtemps Oh oui, France? oui. Moi, j'ai 42 ans, je vis... ça fait presque 25 ans que je vis en France. Alors justement, par rapport à cette solidarité comme ça, familiale et tout, que pensez-vous de nos sociétés à nous? Alors c'est compliqué parce que nous aussi, on dit, même des générations passées disent, il y a de moins en moins de solidarité, il y a de plus en plus d'individualisme. C'est ce que l'on entend dire, vous voyez, même d'une génération à une autre. C'est-à-dire des grands-parents pourraient dire ça. On est dans une société de plus en plus individualiste. Voilà. Donc, alors j'imagine vous arrivant d'une autre culture, je ne sais pas dans quelle, si vous vivez dans une grande ville, sans citer le nom de la ville, forcément, mais... Oui, je vis dans une grande ville. C'est vrai que les sociétés occidentales sont basées sur l'individu, le plaisir de l'individu. Bon, il n'y a pas énormément ces notions de solidarité. Nous vivons avec nos aînés. Il n'y a pas de maison de retraite. Des fois, certains parents n'ont pas été fonctionnaires pour pouvoir avoir des retraites quand ils sont beaucoup plus âgés. Moi, je prends toujours le cas dans ma famille. Ma mère était artisan. Donc, elle faisait... je ne vais pas dire exactement, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais bon, elle n'a pas eu de retraite. Mais... tout le monde s'est occupé d'elle dans la famille jusqu'à ce qu'elle s'en aille, mais tout le monde s'est occupé d'elle. C'est inimaginable pour nous de la mettre, de la faire qu'il y ait d'autres personnes qui viennent s'occuper d'elle. Bon, bien sûr, on a toujours des aides ménagères mais il y a toujours au moins quelqu'un de la famille qui vit sous le même toit qu'elle. Voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, c'est la première fois que j'ai commencé à entendre parler des maisons de retraite. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est des petites choses comme ça qui choquent un peu. Mais d'un autre côté, on peut aussi se laisser très très vite envahir par la famille. Et oui. Donc voilà, il y a à prendre et à laisser. Mais ce qu'on retrouve un petit peu partout, ce qui est vraiment la constante dans les sociétés africaines, c'est quand même cette notion de solidarité, y compris ici, parce que les gens, c'est pas du communautarisme, mais ne serait-ce que quand on se regroupe, parce que on est plusieurs membres de la famille à être en France, pas spécialement dans les mêmes villes. Mais on s'appelle régulièrement. On n'attend pas les fêtes de Noël pour se voir. Les enfants vont en vacances chez un tel, on se regroupe. Voilà, donc ce qui fait que
la notion de la famille. Bon, elle est très élargie, bien sûr. Oui, mon cousin, c'est mon frère. Voilà. oui, c'est ça. C'est pas la famille mononucléaire. Oui, c'est vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Mais donc vous avez un forfait important, quoi. C'est ce que vous voulez nous dire. Voilà. Oui. Mais c'est vrai que il faut mettre aussi des garde-fous. Mais c'est ce que j'aime bien. Ce que j'aime bien dans votre témoignage, c'est qu'il est nuancé. C'est-à-dire que vous dites pas, tout est formidable. Vous dites. Comme vous dites, il y a des garde-fous. Ça peut être parfois compliqué parce que on peut avoir du mal à exister aussi. On peut se laisser un peu happer et dévorer. Voilà. En tout cas, il y a David qui dit bravo pour ce témoignage parce que souvent on ne nous montre de l'Afrique que des choses terribles et heureusement qu'il y a des personnes qui aussi en témoignent autrement. Alors, c'était pas le sens de votre appel au départ, Marie, mais bon, on peut un peu. La discussion évolue, et ça nous amène un témoignage intéressant et encourageant. Et David ajoute vive toutes les femmes. Voilà. On va laisser le mot de conclusion à un homme. Qu'en pensez-vous, Marie ? Exactement. Merci, j'ai été ravie de parler avec vous. Moi aussi. Et une prochaine fois, j'espère. Oui, avec plaisir. Au revoir. Bonne soirée. Claire Keim, ça dépend. Alors il y a Alain qui m'envoie un petit courriel qui, lui, voulait rebondir sur une émission qui est passée hier soir à la télévision. Je crois que c'était, il me cite pas le nom, mais c'était une semaine sans nos femmes, quelque chose comme ça, dans un village. Une semaine sans nos femmes, c'est ça, me dit Justin. Il a participé au casting, mais il n'a pas été retenu, me dit-il. Et alors Alain dit, je trouve que cette émission ne mettait pas les femmes en valeur, bien au contraire, parce que les hommes qui sont restés seuls ont souffert du manque de leurs femmes que pour des raisons matérielles, le ménage, le repassage, ce qui revient à dire que la femme est destinée à ces tâches, et moi je trouve ça plutôt choquant. Bon, alors j'ai pas vu l'émission, je peux pas en parler, mais semble-t-il c'est ce qui Alain lui l'a interprété comme ça. Peut-être que vous avez eu un autre point de vue sur ces messieurs qui sont restés seuls une semaine sans leur femme. Que faisaient ces femmes pendant ce temps-là ? Je ne sais pas. Ça, c'est toute la question. Peut-être ça qui les inquiétait finalement. Allez, on va accueillir Fanny. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très contente de vous parler, un peu intimidée, mais très contente. Alors, ça va bien se passer. Oui, ne vous inquiétez pas. J'ai l'impression qu'on est chez le médecin quand je dis ça. Non, c'est pas ça, mais c'est que je vous écoute depuis longtemps à la radio. Oui, vous êtes toute jeune pourtant. M'écoutez depuis combien de temps ? Depuis 2 ans à peu près. Ah oui, donc depuis que vous avez 17 ans. Voilà, c'est ça. Mmh. Alors je vais vous aider un peu alors pour démarrer. Vous avez une relation, vous avez donc 19 ans, une relation avec un garçon qui vous stresse pas mal. Oui. Vous êtes avec lui depuis début décembre. Oui, c'est ça. Et parce que en fait ça vous stresse, parce que vous avez le sentiment de vous engager dans une relation alors que vous ne devriez pas. Oui, en fait, je me suis engagée dans cette relation-là en sachant que, en fait, dès le début, je savais que il ne cherchait peut-être pas quelque chose de concret, mais moi, je voulais tenter parce que c'est vrai qu'il ne tente rien à rien. Et du coup, voilà. Et je sens que je m'accroche, en fait. Et j'ai très peur, en fait, de cette relation-là parce que je sens que je grandis, en fait. Et que j'ai besoin de plus en plus de quelque chose de stable. Et ça me stresse, en fait. Donc, voilà. C'est-à-dire que vous demandez... quand vous dites que vous sentez que vous grandissez, que vous avez besoin de quelque chose de stable, c'est-à-dire qu'est-ce que... En fait, c'est-à-dire, j'en ai parlé avant de vous avoir à l'antenne. Oui. J'ai eu des problèmes étant plus jeune, en fait, avec... une relation assez conflictuelle avec mon père. Et c'est vrai que j'ai du mal à faire avec et j'ai l'impression que je m'accroche beaucoup justement à ce garçon-là parce que j'ai pas ma relation avec mon père à côté. Et
j'ai l'impression de tout mélanger. Je sais pas vraiment faire la part des choses en fait, et voilà. C'est-à-dire que c'est-à-dire que vous faites un lien entre ce garçon et un peu cette absence d'attention paternelle, on va dire, plus que d'amour paternel. C'est-à-dire la relation conflictuelle que vous avez avec votre père. Pour quelle raison? Ça a toujours été comme ça avec votre père? Toujours, oui, toujours. Et en fait, là, ça fait quelques années qu'en fait, on ne se parle plus. Et en fait, je me rends compte que ce soit avec le garçon dont je vous parle là ou avec des amis masculins, j'ai toujours besoin de quelqu'un à côté de moi, en fait. Mais toujours la présence d'un garçon. Et en fait, je me suis rendu compte que le garçon avec qui je suis en ce moment m'apporte beaucoup de choses, m'apporte vraiment beaucoup de choses qui me manquent, en fait, qui me manquaient avant, qui me manque en fait dans ma vie de tous les jours et j'ai très peur de souffrir encore une fois d'un manque d'attention de par ce garçon. Enfin, oui, vous avez peur au fond, comme vous sentez, puisqu'il y a un manque en vous, du fait du manque d'attention, d'affection, de reconnaissance de votre père. Vous le cherchez auprès des hommes que vous rencontrez, et vous avez très peur d'être déçu à nouveau. C'est ça en fait. Donc vous vous attachez extrêmement vite parce qu'il y a ce manque en vous. Et vous avez peur, au fond, que ça ne soit pas réciproque, que l'autre vous déçoive et d'être à nouveau très très malheureuse. Oui, justement, c'est ça. Et même si je veux dire cette relation n'aboutit pas à quelque chose, j'aimerais bien essayer de passer à autre chose, quoi. D'essayer d'enrayer cette mécanique, cette problématique. Oui, vous avez raison. Parce que c'est ça, mais vous êtes déjà très lucide, Fanny, parce que vous êtes consciente que la difficulté, elle vient de ce manque, de cette relation comme ça affective avec votre père. Ça, quand je dis que ça, je vous demandais si ça avait été toujours comme ça, c'est-à-dire depuis que vous êtes petite fille. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est ça. Il a toujours été peu démonstratif, peu tendre. C'est-à-dire que ça a été plus loin que ça, en fait. Donc voilà. Ça a été conflictuel dans le sens violent du terme. Donc voilà. C'était un père violent. On va dire ça, mais que en ce qui me concerne. C'est-à-dire que mes frères et sœurs n'ont jamais eu de problème, en fait. Oui. J'ai 2 frères et j'ai 2 sœurs et ils n'ont jamais eu ce problème-là avec le père en question et du coup voilà, en même temps je vous perds, Fanny, vous avez bougé là. Oui, pardon. Oui. Essayez là, je vous perds, vous êtes m'appelez n'importe. Oui, là ça va. Excusez. Justement, j'ai peur de cette figure masculine qui s'installe. En fait, j'ai déjà eu une relation précédente et je me suis rendu compte que, j'ai l'impression que vraiment cette relation que j'ai eue avec mon père ou que je n'ai pas eue si vous avez gâche les choses, en fait. Ah mais c'est pas une impression, c'est qu'elle gâche les choses. C'est qu'elle gâche les choses parce que elle vous met dans un elle vous met dans un état d'angoisse. Alors, il y a toujours, quand on aborde une relation amoureuse, un peu d'angoisse, parce qu'on se demande toujours au départ si, quand on est amoureux, si les sentiments que l'on éprouve vont être partagés, donc si ça va durer, mais entre cette angoisse normale entre guillemets et ce manque de père que vous éprouvez, où vous me dites où il y a eu de la violence, et d'autant plus incompréhensible pour vous que ce père pouvait être en revanche se comporter en père vis-à-vis de vos frères et sœurs. Donc pourquoi cette violence s'exercer
à votre rencontre, c'est la question. Parce que quand on est enfant, le problème, c'est qu'un enfant croit toujours que si son parent est maltraitant, c'est parce qu'au fond, il le mérite. C'est ça, en fait. C'est tout à fait ça. Parce que je me rends compte que dans toutes les relations que j'ai, que ce soit amicales ou même amoureuses, je me rends tout le temps fautive. C'est-à-dire que c'est impressionnant puisqu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est toujours de ma faute. Et j'ai toujours l'impression que c'est de ma faute, en fait. Et j'arrive pas à me dire que... Fanny, la liaison est très très mauvaise. Hein. Vous avez bougé à nouveau. Excusez-moi. Non, mais il faut que vous mettiez dans, je sais pas, vous bougiez pas de là où vous étiez parce que. Est-ce que c'est mieux là ? Voilà, là c'est bien. D'accord, je bouge plus. Voilà. Donc oui, en fait du coup je me sens fautive dans toutes les relations que j'ai en fait. Et c'est pas que amoureux. Oui, mais parce que ce sentiment de culpabilité, il est très ancien. C'est-à-dire qu'un enfant, lui, va chercher l'amour de son père ou de sa mère, va chercher donc quand il ne reçoit du rejet, voire de la violence, il pense que c'est parce qu'il n'est pas assez bien, parce qu'il ne mérite pas, au fond. D'être aimé, parce que donc il va se rendre responsable, c'est-à-dire il va tout faire pour, il ne peut pas, si vous voulez, ses parents c'est le modèle absolu, donc il ne peut pas se dire petit que son père ou sa mère a des problèmes, a une histoire qui fait qu'il n'arrive pas à ce moment-là à être parent, et donc il va toujours trouver, c'est même pas des excuses, c'est que c'est lui le fautif. Ça ne peut pas être son père ou sa mère. Donc après, évidemment, si ça va le suivre, cette culpabilité, elle va être ancrée profondément et ça va le suivre, ça peut le suivre dans ses relations amoureuses. Il y a à la fois du manque, il y a de la culpabilité. Donc, bon, c'est important que vous ayez déjà repéré tout ça. Ouais. Mais je dirais maintenant, c'est pour essayer de combler un peu ce manque, ça serait de vous faire aider, d'en parler, parce que en fait, de vous faire aider, je pense. Parce que en essayer fait, de comprendre finalement, vous sortir un peu de cette culpabilité, être et puis comprendre qu'est-ce qui fait que dans l'histoire de votre père, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il s'est comporté comme ça avec vous. D'accord. Parce que en fait, j'ai eu une période où ça allait beaucoup mieux, parce que j'ai trouvé en fait le réconfort que j'avais besoin auprès de mon grand-père en fait. De votre grand-père ? Ouais. Et mon grand-père est décédé. Donc du coup, j'ai encore eu cette impression d'abandon en fait, et ça me le fait à chaque fois, et du coup cette fois-ci avec cette relation que j'ai en ce moment, j'ai surtout pas envie de la gâcher encore une fois à cause de ça, puisque je commence à comprendre que tout ce que je gâche c'est à cause de cette relation que j'ai eue en fait. Et votre mère, comment était-elle elle quand elle face au comportement de votre père, comment réagissait-elle? En fait ma mère, je crois qu'elle en a beaucoup souffert elle aussi. Il était violent à son égard. Je crois me rappeler de certaines scènes où il y a eu de la violence aussi en fait. Mais j'ai jamais compris pourquoi c'était moi et pas ma sœur par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui reste là. Et du coup, c'est vraiment important pour moi là, de commencer à avancer, de me dire que... Oui, c'est ça. De toute façon, c'est important que vous soyez moins dans... Vous le voyez, votre père, aujourd'hui ? Non, je le vois plus depuis plusieurs années. Et c'est moi qui ai décidé. Lui ne revient pas vers moi et moi, je ne vais pas vers lui. D'accord. Mais j'ai l'impression que si je retourne vers lui, cette relation va encore me détruire, en fait. Oui, je comprends. Oui. Non, mais je crois que faites-vous aider, voyez un thérapeute, parlez de ce que vous avez vécu, de ce manque, de cette difficulté, vraiment. Parlez-en et vous allez avancer.
Parce que vous avez trouvé auprès de ce grand-père un tuteur, une présence vraiment très bienveillante, très tendre, très auprès de laquelle vous pouviez vous réchauffer, enfin aimante et bon. Donc il a pu compenser un peu ce père qui vous a fait du mal, mais effectivement, lui n'étant plus là, vous vous retrouvez assez démunis. Donc vous allez chercher cela auprès des garçons que vous rencontrez, mais ils ne sont pas forcément à même de vous apporter la stabilité que vous recherchez. Parce que c'est pas forcément lié à vous, Fanny, c'est lié à leur propre histoire, à leur désir de s'engager ou pas. Donc il faut que vous retrouviez un peu plus de sécurité, vous, intérieure, et à ce moment-là, vous aborderez la relation un peu plus sereinement, et vous lui laisserez un peu plus de chance. D'accord. Parce que c'est-à-dire que là, la sécurité que j'avais auprès de mon grand-père, je commence à la retrouver là en ce moment. Et avec ce garçon, mais vous pouvez pas uniquement la faire reposer sur un garçon que vous rencontrez. Non, je sais. Ouais, vous le savez au fond de vous. Parce que si ce garçon, pour X raisons, venait à manquer, voyez, ça vous fragilise à nouveau. Donc, c'est important qu'à côté, vous puissiez faire un travail sur vous-même, parce qu'il y a à travailler. Je veux dire, franchement, vous êtes au tout début de votre vie là. Parce que j'ai beau chercher autour de moi une présence masculine, peut-être auprès de mon frère, mais j'ai un parrain par exemple qui n'a pas d'intention envers moi. J'ai pas d'oncle du coup. Pas d'oncle. Non, puisque en fait le côté de la famille de mon père. Mais vous pouvez avoir un thérapeute homme. Oui, peut-être que ça m'aiderait en fait. Vous pouvez, choisir, demander à faire une thérapie avec un homme. Ça vous permettrait de... Alors, c'est pas la même chose, c'est pas quelqu'un que vous auriez dans votre vie privée, mais vous pourriez faire un travail intéressant, je pense, avec un thérapeute homme. Voilà. Et du coup... Donc, à voir. Mais allez en parler, Fanny. D'accord. Je crois. Hein? En tout cas, c'était important pour moi. J'hésite depuis quelques mois à vous appeler. C'est important de ne pas rester avec ça. Vous avez identifié le problème, vous l'avez cerné. Maintenant, je crois qu'il faut vous y atteler. Donc, si vous avez si c'est un peu compliqué sur le plan financier, vous pouvez prendre rendez-vous dans un CMP. Vous voyez, si vous n'avez pas un budget qui vous permet de consulter quelqu'un en libéral, mais vous pouvez prendre rendez-vous dans un CMP. Il y a des délais d'attente un peu longs, mais on y fait du bon travail. Mais voilà. C'est important. Et puis j'ai eu un électrochoc en fait cet été avec un membre de ma famille qui m'a vraiment expliqué certaines scènes qu'elle avait vues de moi petite, et du coup j'ai eu cet électrochoc là. Mais c'est important donc d'y aller là maintenant dans la foulée. D'accord. D'accord. En tout cas, Caroline, je vous remercie. Je vous remercie de votre présence au quotidien pour même les personnes jeunes, parce que vous avez... Heureusement, c'est pas là. Non, il n'y a pas de limite d'âge, ni dans un sens, ni dans un autre. Justement, parce que depuis mes 17 ans, je vous écoute. Et puis, c'est très important d'avoir une personne comme ça à l'écoute. Et très sincèrement, je vous remercie beaucoup d'être là au quotidien pour tous les gens qui vous écoutent. Voilà. Merci Fanny, mais c'est important de dire, l'antenne elle est ouverte pour les jeunes et pour les moins jeunes. Il y a vraiment toute génération confondue. Voilà, en tout cas c'est important cette présence quotidiennement pour moi, et je pense qu'elle est pour beaucoup d'auditeurs aussi. Donc, je comprends. Voilà. Merci beaucoup Fanny de votre confiance. Merci et puis bonne soirée. Et allez en parler sans plus attendre. Ne restez pas comme ça avec ce manque. D'accord, je le ferai. Au revoir. Au revoir, merci. Kolby Kayat, Aïdou. On accueille maintenant, je crois que c'est Didier. Bonsoir. Oui, tout à fait, c'est bien Didier. Bonsoir Didier. Je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à tous vos auditeurs aussi. Voilà, comme ça, j'englobe tout le monde. Vous n'oubliez personne. Voilà, on va essayer de faire au maximum.
Je vous appelle parce que je ne sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas une bêtise. Et comme disait votre interlocutrice de tout à l'heure, il y en a pour tous les âges, parce que moi j'ai 54 ans, alors vous voyez. Ah oui, mais on a eu, vous avez, alors franchement, vous êtes même pas, vous êtes dans la moyenne et encore même pas, parce qu'on a eu des personnes beaucoup plus âgées. On a eu une dame, une fois, elle avait, je sais plus, je me demande si elle avait pas 14 ou 95 ans. Alors vous voyez, vous êtes un petit genou, Didier. Ah, ben oui, non, mais on va dire ça comme ça. C'est un petit perdreau de l'année, là. Le perdreau de l'année, oui, bon. Je vous remercie des compliments, là. Non, voilà. Moi, j'ai été marié pendant 16 ans. J'ai divorcé en 1997. Oui. Et après, bon, j'ai rencontré d'autres femmes. Par contre, le problème, je vais vous dire, c'est que toutes ces femmes sont venues vers moi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui fais le premier pas, quoi. On va dire ça comme ça. Oui. Et là, depuis quelque temps, je me sens un petit peu seul. Alors, ce que j'ai fait, alors est-ce que c'est une bêtise ou pas, je me suis inscrit à une agence matrimoniale. Bah, écoutez, pourquoi pas. Comme j'ai dit à votre collaborateur, ce que j'ai un petit peu peur, c'est que cette fois, c'est moi qui vais être obligé de faire le premier pas. Et ça, je sais pas le faire. Je suis un très mauvais dragueur. Oui, non, mais... Oui. Non, mais c'est... mauvais dragueur, voilà, oui. tout simplement. Mais alors, je comprends pas. Pourquoi c'est vous qui allez devoir faire le premier pas? Comment ça se passe, concrètement? Concrètement... dans l'agence, qu'est-ce que... J'ai fait mon règlement, voilà. De 950 € quand même. Ah, quand même. Oui. Oui, alors attendez, les agences matrimoniales, c'est un petit peu ça. Mais c'est pour un an, c'est comment ça fonctionne? Non, c'est sur 5 présentations. Alors, ça fait cher. On dirait du bétail qu'on vous présente, et ça, j'aime pas trop, mais enfin bon. Dites-moi, ça fait cher la femme? 5 présentations, non mais c'est terrible, c'est assez trivial, mais ça veut dire on vous présente 5 femmes. Voilà, tout à fait. Ça fait, à ce prix-là, oui, ça fait cher. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous. J'aurais préféré dépenser moins, mais le hasard ne fait pas... vous voyez, moi j'ai dit, je vais rencontrer une femme au hasard, youpi, et non, ça se passe pas. Donc j'ai dit on va forcer les choses, quoi. Voilà, on va forcer. Et donc je me suis mis ça sur le dos et normalement je devrais rencontrer une femme en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Et le problème c'est que j'ai peur parce que je sais pas comment m'y prendre. Déjà, elle-même, cette femme est demandeuse. Elle a fait la même démarche que moi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous dites, je ne sais pas draguer. Effectivement, ça peut être compliqué quand on n'est pas dans cet état d'esprit-là. Mais là, la différence, c'est que cette dame elle-même est inscrite dans cette agence et vient, est dans une demande. Donc, vous allez vous rencontrer. Ça peut être les premiers temps de la rencontre qui sont un peu difficiles pour savoir quoi se dire au fond. Mais semble-t-il, vous êtes quand même assez à l'aise, le peu que j'entends là de vous, dans l'échange. Vous allez trouver de quoi parler avec elle. Vous voyez, c'est pas comme si vous deviez aborder une inconnue. C'est ça, draguer. Draguer, c'est il y a une femme qui vous plaît dans la rue, qui vous plaît dans une boîte de nuit, qui vous plaît, je ne sais où, un peu partout, et vous devez aller l'aborder. Oui. Non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que autant quand, par exemple, cette personne, la directrice de l'agence, je peux discuter avec elle, lui dire un petit peu mes soucis, un petit peu comme à vous, autant
autant quand ça me concerne directement, Oui. on va dire ça. Ça y est, je suis perdu, je n'arrive pas à trouver peut-être mes mots, ou peut-être trouver mes phrases, ou peut-être avoir l'envergure que je devrais avoir, et j'ai peur d'en dire trop, ou pas assez, ou vous voyez, c'est tout un système qui fait que je suis pas à l'aise, voilà. Et c'est ça qui me fait peur. Alors déjà, vous avez raison, c'est-à-dire je pense qu'il ne s'agit pas d'en dire trop. La première fois, après tout, c'est une prise de contact. Et puis, de deux choses l'une. Soit, vous savez, il faut aussi un peu faire confiance à son instinct, y aller un peu au feeling. Peut-être que cette femme, elle va pas du tout vous plaire. Ah, ça. Alors là, évidemment, c'est... Non, mais j'aborde le premier cas de figure. Oui, tout à fait, vous avez raison. Peut-être, premier cas de figure, vous serez moins motivé, déjà. Bon. Deuxième cas de figure, elle vous plaît. Donc là, évidemment, ça vous met un peu plus de pression. Bon, vous pouvez évidemment dire, ça vous amène un peu à parler de vous. Qu'est-ce qui fait, au fond, que vous vous êtes inscrit dans cette agence? Vous pouvez... faut commencer ça peut être quand on n'est pas très à l'aise pour parler de soi, on peut l'amener à ce qu'elle vous parle un peu d'elle. Oui, et dire au fond, voilà, un peu vous intéresser à elle. Oui. Mais ce qui est délicat d'une façon, ça vous montre au lieu de dire voilà, je m'appelle Didier, de commencer, dire et elle est là dans une position d'écoute. C'est une façon, vous lui montrer l'intérêt que vous avez pour elle. Et pendant ce temps-là, ça vous permet de voir un petit peu aussi à qui vous avez affaire. Parce que moi, ce qui s'est passé, si vous voulez, au départ, sur Internet, j'ai rencontré une femme. Ah c'est ce que dit First Lisa d'ailleurs. Elle vient d'envoyer un petit message en disant est-ce que vous seriez pas plus à l'aise, oui. Et avec qui je suis sorti 6 mois. Mais c'était une femme un petit peu, je vais dire, difficile parce qu'elle avait perdu son compagnon et puis. Finalement, elle était toujours amoureuse de son compagnon, même qu'il soit décédé, et elle ne tenait pas à reprendre une vie, si vous voulez, une vie, je vais pas dire maritale, mais simplement de qu'on soit ensemble. Elle avait toujours cet homme dans la tête, et puis moi, je comptais derrière, quoi. On va dire ça comme ça, en deuxième position. Oui. Et donc j'ai dit Internet c'est bien, mais on ne sait pas tout à fait sur qui on tombe. Oui, vous préfériez quelque chose de plus concret. Vous savez quoi? Peut-être on va continuer à en parler après le journal de minuit, Didier. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont inscrits sur dans des agences matrimoniales qui témoignent au 39 21 choix 1. Je précise 39 21 choix 1. Continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21, toutes vos réactions à ce même numéro 39 21 choix 1. Si vous-même vous vous êtes inscrit à une agence matrimoniale, peut-être que vous pourrez comme ça aider Didier que nous allons retrouver dans quelques instants, qui appréhende un peu les premières rencontres. Vous avez peut-être connu votre compagnon, votre compagne par ce biais-là. Venez en témoigner, 39 21 choix 1. Vous pouvez également nous envoyer vos messages au 7 10 25 en les commençant par le mot nuit, ou nous écrire sur le site europe1.fr.
Il y a Olivier qui dit: c'est dommage que l'agence ne commence pas par organiser une soirée avec tous les célibataires. Il pourrait faire un premier choix. C'est vrai, ça paraît une évidence. Didier, ça n'est pas proposé au niveau de l'agence ? Non, absolument pas. Mais d'un autre côté, je vous dis, je vais être un peu vulgaire. On n'est pas au salon de l'agriculture pour choisir une vache. Non. Ah ben non, mais attendez, non mais. Attendez. Moi, je suis un homme extrêmement sympathique. Oui. Je respecte ça les s'entend. femmes et d'une façon ou d'une autre, non, ça serait vulgaire. Je vais dire voilà. Non, mais attendez, en quoi faire une soirée? Une soirée. Attendez, organiser une soirée comme et pas faire plusieurs soirées pour justement les nouveaux inscrits à l'agence, faire un petit pot, une petite chose comme ça conviviale. Je trouve que ça serait autrement plus sympathique. Finalement, ça mettrait à l'aise parce que j'imagine que vous ne devez pas être le seul, Didier, à être assez intimidé, impressionné, assez mal à l'aise. Clairement, aussi bien du côté des hommes que des femmes, puisque justement, si on s'inscrit, c'est peut-être que ça peut être difficile à un moment donné de faire des rencontres, même si jusque-là, ça n'a pas du tout été votre cas d'ailleurs, on va y revenir, mais bon. Et donc, c'est l'occasion, de façon informelle, de sympathiser autour d'un pot, il s'agit pas, c'est pas la foire aux bestiaux, pas du tout ça, mais c'est l'occasion de faire connaissance. Donc moi, je trouve que je suis d'accord avec l'idée d'Olivier. C'est une façon de se rencontrer entre membres de l'agence. Didier ? Ah, on l'a perdu, Didier. Ben oui, je sentais un grand vide. Bon, on va mettre un petit peu de musique, voilà, musique d'ambiance pour. Il y aurait pas les cacahuètes et tout ça, mais on va faire un peu comme si on était dans l'agence. Et puis on va rappeler de l'ami Didier. Yannick Noah, hello. Alors, First Lisa envoie un petit message en disant mais non, c'est un business. S'ils trouvaient trop vite à une soirée l'homme ou la femme de leur rêve, ce serait un manque à gagner pour l'agence. Eh oui, peut-être que c'est ça. Autant faire durer après tout. Alors, à propos de pouvoir d'achat, il y a Georges qui me dit si le carburant continue à augmenter, je ne vais plus pouvoir vous envoyer de SMS. Puis il ajoute non, ça je peux pas m'y résoudre. Tant pis, je siphonnerai dans le réservoir du voisin. Il y a toujours une réponse à tout. Bon, écoutez, je peux pas vous encourager à être dans l'illégalité, mais si c'est pour recevoir de vos nouvelles, votre majesté, allez, on se taira sur le sujet. On a retrouvé l'ami Didier. Donc, et puis il y a Félicité, tiens, qui est avec nous au 3921 et qui voulait s'adresser à vous. Bonsoir Félicité. Bonsoir. 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 On vous écoute. J'ai appelé parce que je me dis que quelqu'un qui a une aussi bonne élocution que Didier, qui s'exprime dans un langage aussi littéraire, qui à mon avis a un très bon niveau de culture générale, ma foi, il n'a pas de souci à se faire pour s'adresser à la personne qui sera en face de lui le moment venu, parce que je pense que quand on a la chance de pouvoir s'exprimer aussi facilement, c'est déjà un gros atout et ça donne déjà une certaine idée de la personne et voilà quoi. Faut être confiant et se dire que... Et puis se dire aussi que la personne qui est en face, elle peut aussi ressentir une certaine gêne dans la même situation. C'est peut-être pas non plus à sens unique, quoi. C'est pas non plus une situation qui est très très naturelle, mais faut l'aborder avec confiance et puis sérénité et puis chacun fait un pas vers l'autre et puis voilà quoi. Et Félicité, je vais vous dire une chose. Vous avez dit une chose très importante. Confiance, oui. Confiant. Oui. On va dire confiance ou confiant. Et justement, c'est que je ne suis pas
confiant en moi. J'ai la capacité, si vous voulez, de tenir un entretien. J'ai la capacité de parler. Et puis, à un moment, il y a des fois où, comme j'ai dit à Caroline, tout s'effondre. C'est-à-dire que je ne peux plus, je me bloque. Ou est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est, je n'en sais rien. Et ça m'impressionne parce qu'une femme, c'est une femme, il faut la respecter. Et comme je disais, on en dit trop, ça va mal, on n'en dit pas assez, ça va mal. Il faudrait trouver le juste milieu. Le juste milieu, est-ce que je l'ai ou est-ce que je l'ai pas? Et c'est ça le problème. Voilà, féliciter. Alors la confiance. Je pense qu'il faut surtout arrêter de se poser des questions et puis vivre l'instant présent et puis voilà. Personne n'est infaillible. Ah oui, bien et sûr. Puis, non. si ça se passe pas tout à fait comme vous voulez, bah ça peut se rattraper, je sais pas, ça peut être un sourire, ça peut être dire bon bah oui finalement la situation fait que je suis pas trop à l'aise. Voilà, on peut jouer la carte de la sincérité, puis dire les choses comme on les ressent, puis voilà. Ah ben alors comme je les ressens, je peux vous dire que là j'en ai des tonnes à dire. J'en ai des tonnes à dire et là la personne qui va être en face de moi, elle va se dire mais attends, il est en train de me bazarder tout là sur sa vie, ainsi de suite. Oui, alors prudence. Il faut pas se mettre à la place de la personne non plus, il faut pas penser à sa place. Ça sert à rien. Oui, mais prudence aussi si justement entre une trop grande réserve et puis comme vous dites vous en avez des tonnes à dire et vous balancez toute votre vie, surtout lors d'un premier contact. Oui. Oui, parce que c'est là où je sais pas comment m'y prendre. C'est là où je me dis est-ce que je vais trop loin ou est-ce que je n'en dis pas assez ou non mais c'est félicité, vous avez touché juste, c'est le problème de confiance, alors que bon au fond votre message est très réconfortant dans ce que vous dites, c'est que Didier devrait se faire davantage confiance. Oui, c'est ça. Alors après, bon, malgré... Et arrêter de se poser des tonnes de questions. Un milliard de questions. Alors, d'après ce qui se dégage de vous... Débrancher le cerveau. Un peu, oui, c'est vrai. Fonctionner un petit peu plus à l'instinct. Le problème, il est aussi, si moi je me dévoile, si vous voulez, au départ, j'aimerais que la personne qui soit en face de moi se dévoile aussi un petit peu, quoi. Mais... Et vous voyez que je suis perdu là. Vous voyez que je suis perdu. Je sais pas. Bah, je pense qu'il faut beaucoup moins cogiter, être plus spontané. Et puis, voilà. Vous entendez ce que vous dit Félicité, moins cogiter, être plus spontané? Parce que vous n'allez pas raconter toute votre vie lors d'une première rencontre, ça n'aurait pas de sens. On dirait qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui me déballe tout là, qui met tout sur la table lors d'une première rencontre. Bon, ou alors après tout, on ne sait pas, hein, parce que lors d'une première rencontre, on peut se sentir aussi très très bien avec quelqu'un et parler. Il y a vraiment un courant qui passe. Et bon, mais attention aussi, parce que si vous vous rendez compte que lors du premier échange, vous avez parlé, et puis finalement vous quittez l'autre et vous ne savez rien, l'autre peut dire enfin voilà, ça a été vraiment à sens unique. Il faut quand même laisser un peu de place aussi à elle. Il faut à la fois parler et puis avoir une bonne écoute. Ça veut dire que si je parle de trop, c'est qu'elle ne compte pas, quoi. Il y a moi et puis l'autre... c'est un peu narcissique. Après, c'est ce que dit le subversif. Invitez-la à parler d'elle. Notre narcissisme de simple mortel est si vulnérable. Hein, on aime bien, voilà. Bon. Mais parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, quoi. Je vous avoue que je ne sais pas comment m'y prendre. Et cette peur, elle me tenaille. Mais comment faisiez-vous, Didier? Vous me dites qu'auparavant, c'est ça. Les femmes venaient vers vous, donc vous n'alliez pas, ça j'ai bien compris. Vous n'aviez pas à aller vers elle, à être dans la démarche de séduction. Mais quand elles venaient vers vous, vous étiez bien. Il y avait quand même une démarche de séduction, c'est-à-dire que vous saviez bien leur parler, quoi leur dire. Vous aimez les femmes. Et si elles venaient vers vous, Didier, en général, les femmes aiment les hommes qui aiment les femmes. Donc, ça, vous ne l'avez pas perdu. Alors, qu'est-ce qui fait? Ce que vous avez perdu, c'est la confiance en vous-même. Vous
croyez? Ben oui. Oui, certainement, d'une certaine façon, oui. Vous voyez... Pourquoi vous avez perdu cette confiance en vous-même? Quelque chose, là, vous voyez. J'étais sur un terrain de camping à Mâcon. Et puis on travaillait pour une usine qui faisait du trifilage, c'est-à-dire des câbles électriques et ainsi de suite. Et un jour, la fille du patron de cette entreprise est venue me voir en me disant, parce que j'avais une moto à ce moment-là, elle m'a dit, j'aimerais bien faire un petit tour de moto, voilà. Je l'ai connue comme ça. C'est elle qui est venue vers moi. Vous voyez, il faut vous racheter une moto. Oui, non, mais on était jeunes à ce moment-là. Ah ben vous prenez un modèle moins puissant. Non, vous plaisantez. Mais et voilà comment ça se passait. C'était ma femme, mon ex-femme m'a invité à un anniversaire dans un bistrot de Poitiers. Et en plus de ça, c'est la serveuse qui m'a dit, Didier, il y a Françoise qui m'a demandé que tu viennes à son anniversaire. Et en plus de ça, elle sortait avec un autre type. Le lendemain, c'était moi qui sortais avec elle. Vous voyez, c'était comme ça se passait comme ça. J'avais pas besoin de chercher. Et là. Et alors pourquoi vous avez perdu confiance en vous? Oh, j'en sais rien. C'est depuis votre rupture? Je n'en sais rien, parce que peut-être que les choses étaient trop faciles au départ, et puis que à l'arrivée, c'est comme les élèves doués finalement, hein. Les élèves qui sont doués facilement, ils font pas d'efforts, quoi. Ça leur tombe tout rôti dans la bouche. Ah oui, vous parlez de la cuillère d'argent? Ah non, la cuillère d'argent, c'est autre chose. Bon, mais oui. Non, mais non, il y a un moment, si vous voulez, elle venait vers vous, vous n'alliez pas... Non, ce que je veux vous dire, Didier, je vais vous le répéter, c'est que elle venait vers vous, certes, vous n'aviez pas à les draguer, mais vous aviez quand même à être dans une entreprise de séduction. Bon, quand vous allez rencontrer ces femmes par le biais de l'agence, ça va revenir, ce processus de séduction. Vous allez le retrouver naturellement. Là, vous êtes en train de créer, c'est ce que vous dit également Félicité, d'anticiper le scénario à l'avance. Quand on anticipe, de toute façon, dans la réalité, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu dans notre tête. Et tant mieux. Donc, finalement, vous anticipez, vous construisez et vous vous angoissez. Alors qu'au fond, vous allez rencontrer 5 femmes qui vont être très différentes. Il y en a avec qui ça va bien se passer, d'autres non. Et vous allez être différents face à ces 5 femmes parce que ces 5 femmes seront différentes. Et ça, vous avez entièrement raison à ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je me fais des scénarios et puis je veux que ces scénarios se passent comme ça. Voilà. Et ça, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Vous voulez contrôler. Parce que vous êtes angoissé. Comme dit Flo, n'en faites pas des tonnes, restez naturel. Alors, il y a Marie qui est avec nous également au 39 21. Je vous propose qu'on l'accueille. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir Didier. Bonsoir Marie. Et je ne sais pas qui est la seconde Félicité. personne. Félicité, oui. Écoutez, je me suis mariée avec une rencontre par une agence matrimoniale et j'en garde un très bon souvenir. Ouais. Donc, et j'ai vécu 30 ans avec mon mari puisqu'il vient de décéder. Donc, je voulais rassurer Didier parce que je trouve que l'agence matrimoniale n'est ni plus ni moins un intermédiaire comme serait une amie à lui qui lui présente quelqu'un. C'est quelqu'un qui... C'est une présentation par écrit, et puis c'est tout. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous dans le sens où, comme disait Caroline au départ, ça coûte. Ça coûte. Ah ben oui, ça coûte, mais au départ, on l'a fait, la démarche. Ça coûte pas. Quand c'est une agence, ça coûte. Voilà, tout simplement. Oui, mais toutes les agences coûtent. Mais c'est une démarche parce qu'on se rend compte qu'on peut pas trouver, qu'on n'arrive pas à trouver ailleurs. Donc on choisit ce moyen-là. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc après, moi, ce qui me surprend,
est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un choix sur fiche? Parce que moi, dans l'agence que j'avais eue, eh bien, il y avait un entretien avec la directrice ou la responsable, et déjà, à travers notre conversation, j'ai eu un deuxième rendez-vous. Et là, elle avait fait une première sélection et on a lu les fiches ensemble. Ah non. Et là, si vous voulez, elle n'en avait pas sorti 30, elle en avait sorti quelques-unes. Je sais que la première personne que je dois rencontrer en fin de semaine, elle s'appelle Josiane. Top. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Eh bien alors, c'est encore mieux parce que le rendez-vous, c'est tout simplement, je sais pas, moi je lui dirais merci d'être venu à ce rendez-vous et dire pour briser la glace, on va prendre quelque chose et on va commencer par se présenter puisque vous connaissez pas. Mais attendez, et ça va partir tout seul. Et attendez, Marie, quand je reçois une femme, j'ai pas tendance à faire des choses qui ne soient pas. Ça peut être un restaurant, ça peut être. Voilà. Non, attendez, quand je reçois une femme, même si je m'aperçois que je vais pas la décevoir, quoi. Non, mais c'est déjà très bien. Et ouais. Déjà, vous avez une entrée en matière parce que vous allez choisir un endroit, c'est déjà très sympa. Et je trouve vous la remercier en la recevant. Et à partir de là, vous dites, puisque nous ne savons rien, nous allons nous présenter. Et vous vous présentez d'abord sommairement, votre prénom, votre âge, si vous êtes en activité, et puis vous lui renvoyez la balle. Faut pas vouloir la programmer. Attendez, Marie, vous êtes en train de me dire que tout est très simple. Et moi, je trouve que tout est très compliqué. Mais parce que vous le compliquez. Vous le compliquez parce que vous voulez tout programmer à l'avance, tout prévoir, et ça ne se passera pas de toute façon comme vous l'avez prévu. Donc il faut que vous y alliez avec un peu plus de détachement et pas comme si tout était aussi tout se jouait là. Hein. Votre vie ne se joue pas sur ces rencontres quand même. Hein. Il y a quand même le stress, mais elle aussi, elle l'aura. Donc, alors comme dit le fou de Bassan, effectivement, et ça rebondit sur ce que vous dites, Marie, vous n'avez pas non plus à aller vers elle, vous faites chacun la moitié du chemin, là aussi. Dites-vous que vous êtes stressés, mais qu'elles le seront également. Voilà. Ouais, mais... Voilà. Alors, on n'arrivera pas à vous convaitre ce soir. Je crois que vous nous rappellerez après la première rencontre. Il y a First Lisa, on va conclure, qui dit: j'ai une amie qui avait été dans une agence matrimoniale. On lui avait présenté très peu de personnes parce qu'il y en avait peu dans le fichier. Alors elle avait abandonné. Quelques mois plus tard, à une soirée, une amie lui a présenté un homme. Voilà 20 ans qu'ils sont mariés, tout va très bien. Je souhaite qu'il en soit de même pour ce monsieur. Et puis il y a Laurent qui dit les agences matrimoniales, moi j'y crois pas trop, ce sont des arnaques. Je crois qu'après, effectivement, vous avez une cotisation. Bon, je trouve effectivement qu'elle est très onéreuse pour 5 personnes, mais ceci dit, c'est une chance, on rencontre quelqu'un, mais après la balle est dans votre camp. C'est à nous de faire connaissance avec la personne qui est en face. Ouais. Mais le problème, il est, si vous voulez, c'est que la personne qui va être justement en face de moi, je ne sais pas ce qu'elle pense. Mais elle pense comme vous au départ. Quoi. Elle a le même objectif que vous. Oui. Mais elle a la même incertitude que vous. Elle aussi, elle est incertaine par rapport à la personne qu'elle va le rencontrer. Mais non, mais c'est qu'on est parti sur les mêmes bases. C'est-à-dire que elle s'est inscrite à cette agence, moi aussi, donc on est parti sur les mêmes bases. Donc tout le monde a le même objectif. Ah, oui. C'est déjà pas mal.
Oui, c'est un début. C'est un début. Bon, Oui. Il vaut ce qu'il vaut. Mais non, mais c'est quand même ça. Moi, je suis allée dans une agence matrimoniale qui était confessionnelle. Mais ceci dit, parce que pour moi, ça revêtait un caractère important dans les traits communs, pour la mentalité. Et j'en ai rencontré 3 avant de rencontrer mon mari, et j'ai éliminé à chaque fois à la première rencontre. Le premier, je me suis beaucoup ennuyée parce qu'il ne parlait pas. Bon, donc j'avais l'impression d'être obligée de... Alors déjà, vous voyez, vous ne serez pas muet. Ben, d'ailleurs, à ce sujet, il y a Susan avec qui nous avons parlé hier soir et que j'embrasse, et qui dit il y a des femmes qui sont avec des hommes qui n'ont aucune conversation. Donc que ce que Didier se rassure, il y a même des femmes qui ne parlent même plus avec leur mari. Donc il n'a aucun souci à se faire parce que Didier a beaucoup de conversations, et Susan ajoute: je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir rencontré. Et voilà. Voilà. Moi, je suis sûre qu'il va très bien s'en tirer, mais il faut qu'il accepte de sortir cette carcasse qu'il veut se préparer là, parce qu'il faut qu'il aille naturellement. Didier a beaucoup de conversations, mais bon, par moment, je sais pas, on a un peu de problème à établir le contact parce qu'on l'a encore perdu. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Il va falloir qu'il change de téléphone ou par moment, je sais pas, c'est trop d'émotions d'un coup, ou trop de compliments, et hop, il se replie dans sa coquille et il coupe. On a perdu Didier, mais enfin après la première rencontre pour qu'on l'encourage. Oui, mais c'est un grand émotif en fait, je pense. Donc, vous voyez toutes ces femmes autour de lui, qui l'entourent, qui l'assurent que ça va bien se passer. Je crois que ça fait trop, et donc, puis je sais pas, il appuie sur la mauvaise touche, il nous dit, et ça raccroche. Bon, la première fois, c'était ce qui s'était passé. Je crois que voilà, il y a il est pris par l'émotion. Oui, il y a trop d'émotions. On lui souhaite vraiment plein de choses. Et Didier, si vous avez remis votre radio, écoutez, première rencontre, on fait le point. On va faire le point. Hein. Après chacune de vos rencontres, il y en a 5, on va vous suivre. Et vous n'irez peut-être pas jusqu'au bout des 5. Il en aura peut-être même pas besoin des 5. Oui, exactement. Il y a Vincenzo, qui dit: c'est fou ce que l'on peut se reconnaître dans une personne qui témoigne à la radio, malgré la différence d'âge qui nous sépare. J'ai 21 ans et j'ai exactement le même problème que Didier. Je manque cruellement de confiance en moi pour aller vers les autres, les femmes en l'occurrence. Et cela me fait énormément de bien de l'écouter, ainsi que d'écouter tous les conseils des femmes qui témoignent. Je ne vais jamais faire le premier pas pour aller voir les filles, les femmes, et ça me fait du bien, vraiment, de vous entendre tous et toutes. Non, et moi je fais partie des gens chez qui ça a marché, puisque j'ai rencontré mon mari et que nous avons vécu une vie très agréable pendant 30 ans. Donc, qu'il ne se décourage pas, je lui en souhaite autant. Oui, non, mais en plus, jusque-là, c'était plutôt un homme qui avait beaucoup de succès, on l'aura compris, avec les femmes. Hein. Et oui. Donc, je suis sûre que ça va marcher pour Didier. Hein. Absolument, c'est lui qui va impressionner la personne qui sera en face. Mais bien sûr, elles vont être heureuses, tout le monde va vouloir, finalement, de 5 inscriptions, ça va être lui le plus demandé dans le fichier, j'en suis sûre. Mais il faut qu'il nous donne des nouvelles pour qu'on l'encourage la semaine prochaine. Avec plaisir, merci beaucoup, Caroline. Félicité Marie, pour vos encouragements. Au revoir. Et puis, on attend des nouvelles de Didier. Voilà. Mais il va y arriver. Mais oui, c'est un grand garçon. Voilà. Au revoir, merci. Caroline, merci. Rococo Honeymoon in Jail. Alors il y a Sergio qui dit: mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il ne faut pas vous prendre tant la tête, mon cher Didier. Le subversif qui dit: à l'attention des premiers rendez-vous, l'acné juvénile. Notre jeune Didier prend en fait un bain de jouvence. Et puis Lali qui dit: allez Didier, laissez-vous porter et soyez tel que vous êtes. On va maintenant accueillir Frédéric. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Frédéric.
Donc, je voulais intervenir tout à l'heure au sujet de la discussion qui était très très intéressante avec la personne qui parlait du Cameroun, enfin de l'Afrique en général. Avec Marie, oui. Marie. Et en fait, à un moment donné, j'ai voulu réagir sur la solidarité en fait des personnes occidentales, et on dira en France plus précisément parce que c'est le pays que je connais un peu mieux. Sur la solidarité en fait des personnes, et je voulais intervenir sur le fait que moi j'ai pas cette impression qu'on devient de plus en plus individualiste. Parce que finalement, quand on regarde un peu ce qui se passe, c'est vrai que les gens ont plus tendance aujourd'hui à aider, mais sur le côté associatif, je dirais que c'est vrai qu'il y a une grande mobilisation pour des causes. Quand on regarde ce qui se passe en Haïti, ou les tsunamis qu'il y a eu en Polynésie, ou d'autres choses, les gens ont quand même été très nombreux à se mobiliser. Et c'est vrai que si l'entraide, elle n'est plus de proximité, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une entraide qui est plus sur l'associatif, sur le regroupement finalement, parce que même le Téléthon, le SIDAction ou les Restos du Cœur, les gens donnent, quoi. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'est pas aidé par ce qui se passe économiquement, parce qu'on est dans un pays où on est surtaxé. Je veux dire, on galère tous, de toute façon, maintenant, qui ne galère plus. Et je pense que malgré tout ce qu'on... Certains galèrent plus que d'autres. Certains galèrent plus que d'autres, et de plus en plus, parce que je suis travailleur social. On se connaît un peu, Caroline, on en a déjà parlé. Oui. Je dis toujours Frédéric du DAU. Voilà. On ne peut plus vous qualifier maintenant comme ça, parce que depuis, vous avez parcouru du chemin. Donc, mais pour moi, vous restez associé à cela, alors que depuis, vous avez fait de longues et brillantes études. Voilà. Mais oui. Mais je vois que... Mais c'est vrai que, et d'ailleurs, même dans ce contexte économique difficile, vous avez raison, les Français continuent à donner ce monde très généreux pour toutes ces causes. Et d'ailleurs, vous savez, moi je viens de la province, je me suis installé sur Paris pour le travail. Je remarque que même à Paris, les gens communiquent de plus en plus, ils se parlent. Moi j'étais étonné de voir qu'à Paris, les gens pouvaient entamer des discussions très facilement, mais parce que je crois qu'en fait, cette galère dans laquelle on nous plonge, parce qu'on n'a rien demandé à personne finalement, mais on la vit, elle rassemble. Différemment, c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se plaignent que quand une personne se fait agresser dans le métro, personne n'intervient. Mais je crois que c'est pas ça l'individualisme. C'est vrai que les gens ont peur. Moi, les gens ont peur et ça se comprend, quoi. Je veux dire, aller aider une personne qui se fait agresser dans le métro au risque de se prendre une balle dans la... ça se comprend, mais on est quand même solidaire, je pense, sur une autre façon. La solidarité a changé. Elle est autrement, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en tout cas, le milieu associatif en témoigne. Il y a beaucoup d'engagement à ce niveau-là. C'est vrai que auparavant, il y avait un engagement sur le plan politique. Là, il y a un désinvestissement complet du politique. Il y a une défiance à l'égard du politique, et c'est vrai que ça s'est reporté plus sur l'associatif. C'est ce que je dis aux gens. Je crois qu'aujourd'hui, sans vouloir faire de politique, parce que c'est pas le but, mais je crois qu'il faut pas compter sur ce côté-là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui devons faire. Je crois que c'est les gens, en général, la société, le citoyen, mais je pense qu'il faut pas compter sur les gens qui sont au-dessus en politique, parce que je crois que même sans le vouloir, je pense qu'ils comprennent même pas dans quel monde on vit, et je crois que quand on ne touche pas à la galère, on peut pas la comprendre. Et je crois que les seuls aptes à comprendre, c'est les gens qui comprennent, qui la touchent de tous les jours, quoi. Et les gens, ça, ils l'ont compris. Je crois qu'il y a énormément de gens qui se proposent pour être bénévoles, énormément de personnes qui se proposent pour donner de l'argent au Téléthon, aux SIDAction. Je veux dire, c'est ça la solidarité finalement aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui les gens, ils avaient la solidarité d'il y a 20 ans, où les gens ils s'entraidaient entre voisins et compagnie. Mais les gens ils voient ça autrement maintenant. Ils aident, mais d'une autre façon. Je pense que tout a changé. Mais moi j'attends pas des... Alors les politiques ne peuvent pas tout changer, évidemment, et je crois qu'on ne peut pas tout attendre et être complètement assisté, tout attendre des politiques. Pour autant, les politiques ont quand même aussi sont là pour impulser, appliquer des choses, appliquer des lois, faire bouger des choses. Ça reste quand même indispensable. On peut pas non plus ce sera un autre débat
et c'est pas le lieu pour en parler, mais cette défiance à l'égard des politiques, même si on peut comprendre les raisons, il s'agit pas de porter un jugement, est toujours préoccupante dans une démocratie. Mais voyez, on peut pas dire non plus. Je suis d'accord qu'il y a des choses qui peuvent être faites sur un plan par des gens, par le côté associatif, mais les associations ne peuvent pas se substituer. Les associations, les travailleurs sociaux et autres ne peuvent pas se substituer aux politiques. Pour autant, on n'a pas non plus à tout attendre des politiques. Les politiques ne peuvent pas tout prendre en charge, et c'est là où, quand on dit le côté paternaliste, le discours paternaliste ou maternaliste mais enfin il y a des femmes qui se comportent comme des hommes ou qui adoptent une posture très caricaturale, virile dans leur discours comme ça de leader. Donc on peut dire un discours presque paternaliste. Je vais vous protéger, je vais vous prendre en charge. Et bon, c'est une gageure évidemment. Je suis d'accord avec vous. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé que le témoignage de Marie était très intéressant, et je voulais aussi rajouter à ça qu'on avait énormément de chance d'avoir un pays on a un pays métissé comme ça de culture, et c'est vrai qu'en France on trouve énormément de cultures, qu'elles soient africaines, italiennes, et moi je trouve que ça fait une richesse dans ce pays incroyable et qu'il faut surtout pas le perdre, parce que cette solidarité elle vient aussi de ça, quoi. C'est grâce à tous ces mélanges que finalement les gens ils se solidarisent, parce que ça crée une richesse, ça crée aussi une compréhension. Mais je pense que là actuellement on est en train de diaboliser par exemple on diabolise les cultures étrangères. Je crois que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, parce que la France s'est quand même construite là-dessus, et ça faut pas oublier, et que la solidarité elle commence déjà par là, quoi. Accepter les uns et les autres, accepter la culture et comprendre que la culture métisse comme la nôtre, moi je considère que la France est une culture métisse parce que elle s'est construite là-dessus. Je veux dire, quand on regarde depuis la nuit des temps, on est passé par les Romains, les Arabes, les Allemands, les Anglais, mais tout ça, finalement, dans le malheur de ces grandes guerres, ça a toujours apporté quelque chose. Et c'est vrai que quand j'entends des témoignages comme Marie, toute cette beauté de ce pays qu'on nous montre pas finalement, parce qu'on veut nous montrer que des images de sang, de guerre. Finalement, il y a quand même des choses qui existent aussi, c'est une réalité aussi, mais mais on nous montre pas non plus le bon côté de ce pays où les gens sont solidaires, où les gens sont pas des animaux, et où les gens nous apportent tout ça ici en France, et ça on le retrouve aussi dans certains quartiers de Paris. Moi je me suis déjà promené dans certains quartiers où j'adore cette ambiance là, où tout le monde est mélangé, et où il y a une certaine aussi solidarité. Dans le 20e arrondissement, j'ai trouvé des endroits où franchement c'est génial. C'est pas non plus ce qu'on veut nous dire, que le 20e c'est dangereux, c'est la banlieue, non. Je crois que c'est dans ces quartiers-là aussi qu'il y a une entraide qu'on peut remarquer sur le trottoir, quand les gens s'entraident à porter des sacs ou à vendre des choses qui sont moins chères, de façon à ce que les pauvres puissent aussi avoir se trouver. Enfin, moi je trouve qu'en France on n'est pas si individualiste que ça en fait. Oui, c'était le sens un peu de ce message. Vous vouliez réagir là-dessus, sur le fait que, contrairement à ce qui est dit, quand on regarde d'un peu plus près, finalement, ce qui peut se jouer, même dans des grandes villes comme Paris, il y a de l'entraide et de la solidarité. Mais merci Frédéric de votre message. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Bonsoir Anne. Ah, bonsoir Caroline. Bonsoir. Écoutez, non, moi je voulais juste un petit peu m'insurger contre cette journée de la femme. Donc, il y a eu lieu hier, et en fait, je trouve que c'est à la limite, bon, pas dégradant, mais pourquoi consacrer seulement une journée à la femme sur 365 jours. Ah, vous voudriez que ça soit toute l'année? Mais oui, parce que, attendez, le mec qui tape sur sa femme toute l'année ou peu importe, est-ce que vous croyez que hier, parce que c'était la journée de la femme, il ne va pas le faire? Est-ce que, je ne sais pas, je le ressens mal parce que je le ressens comme la journée, je sais pas, des chiens malheureux, des handicapés, alors qu'on est au-dessus de ça, nous.
Enfin, je ne sais pas ce que je peux vous faire passer comme message. Mais vraiment... S'il est clair que ça n'empêchera pas, ça ne va pas, parce qu'il y a une journée internationale des droits des femmes, une journée internationale des femmes, tout d'un coup éradiquer toutes les violences faites aux femmes. Ça a le mérite simplement de faire un état des lieux ce jour-là, de faire le point, d'en parler, de voir qu'il y ait des débats organisés et de faire le point des avancées et de ce qui reste à faire. D'accord. Mais quand vous dites, effectivement, c'est toute l'année que les associations travaillent sur ce sujet. Les personnes, en l'occurrence, qui travaillent sur la problématique des violences conjugales, ils travaillent toute l'année et pas une journée par an, heureusement. Bien sûr, ça, je le sais. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas en faire plus souvent? À la limite, une journée de la femme, une fois par mois. Et pas une fois par an. Parce que ça n'aurait pas de sens. Une journée par mois, pour le coup. C'est-à-dire que une journée, c'est un symbole. Une fois de plus, on revient. Ça ne veut pas dire que c'est dérisoire. Ça veut dire que le reste du temps, il y a des problématiques sur lesquelles des organisations travaillent. Bien sûr, mais une journée par mois, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je veux dire, à la limite, ça ne veut pas dire que le reste du temps. Je comprends ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que c'est comme si on faisait, dans le sens, j'entends ce que vous voulez dire, comme si on vous donne votre journée et après vous nous fichez la paix. Voilà. Oui, si vous l'entendez dans ce sens-là. Effectivement, on pourrait se dire, ça n'a pas de sens. Mais je crois que cette journée-là est au-delà d'un symbole. Et effectivement, dans ces cas-là, vous vous dites, si c'est juste pour le symbole, gardez-la votre journée aussi. Ah non, c'est pas tout à fait... Oui. Non, mais si c'était juste un symbole, on pourrait dire, gardez-la votre journée, on n'en a pas besoin. Mais je crois que c'est aussi cette journée, pour peu que, si on se tient informé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bien sûr, ici en France, mais partout ailleurs, de colloques, de conférences, d'états des lieux, de choses qui sont faites dans d'états des lieux, d'avancées, de choses qui restent à faire, ou de gens qui sont sur le terrain, qui luttent concrètement toute l'année, se réunissent, se rencontrent. Et on en parle aussi. Oui, on en parle, mais à la limite, on n'en parle pas assez. Vous trouvez qu'on n'en parle pas assez? Voilà. Moi, c'est mon avis. On n'en parle pas assez. Et cette journée de la femme, je la trouve pas rabaissante, bien évidemment, hein, mais parce que je connais aussi autour de moi des personnes qui sont frappées par leur conjoint, j'en connais pas beaucoup, hein, mais enfin, je sais que ça existe, en voisinage d'ailleurs, hein, moi je me suis interposée à minuit un soir chez quelqu'un de mon palier qui, la femme hurlait, et moi je suis allée taper à la porte de ces gens-là pour voir ce qui se passait. Bon, malheureusement, peu de gens le font. Les gens savent ce qui se passe dans leur immeuble, mais personne ne sait rien, vous voyez. Et donc une journée, ça suffit pas, une journée à la limite. Voilà, c'est tout. Alors il y a Jeanne qui nous envoie un courriel, effectivement, qui dit pas de journée du tout, c'est encore mieux. Je considère que la journée de la femme la met au même rang qu'un objet. Si les hommes la prenaient au mot, ils feraient attention juste ce jour-là. Alors, un jour pour donner une rose ou un peu plus d'attention dans beaucoup d'esprits, c'est tout ce que ça représente. La preuve en est que même les lois ne parviennent pas à établir l'égalité. Alors, une journée. Les mouvements féministes, nous dit Jeanne, se battent jour après jour, et ceci depuis des années, et non un jour par an. Cela fera rire les machos et autres cons qui ne bougeront ni aujourd'hui ni demain. Journée du patrimoine, de la jupe, de l'autisme, du dépistage du cancer et de la femme. Nous sommes donc mis au rang d'un phénomène, d'une institution ou d'une maladie. Lors de cette journée, on a laissé la place à l'Assemblée nationale, dans les radios, à une femme pour mieux la reprendre aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu parfois des choses un peu ridicules de fait, où on a vu des hommes céder, entre guillemets, leur place, ou des hommes se déguiser en femmes, on a vu des choses comme ça.
un peu ridicules. Bon, où ça tournait, oui, il y a des choses assez ridicules où, pour le coup, on a cédé la place à ce jour-là, c'était des femmes qui présentaient. Bon, là, c'était un petit peu, voilà. Mais il y a des choses, je vous dis, je pense que, pour ma part, je pense que ça a quand même une utilité parce que c'est quand même l'occasion de rappeler tout ce qui reste à faire et puis que dans le monde, il y a encore beaucoup trop de femmes qui subissent des choses inadmissibles. Ça, j'en suis sûre qu'il y a trop de femmes qui sont encore... Mais j'entends que vous le... En France, mais même votre voisin de palier, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais heureusement qu'il y a des choses qui sont faites au quotidien. Alors, peut-être pas encore assez. Il faudrait que ça bouge encore davantage. Voilà, et je suis d'accord avec vous. Voilà, il faut pas que ça reste simplement, oui, on vous donne votre journée. Je crois qu'on n'en est pas là. Je crois qu'il y a des choses derrière. Merci en tout cas, Anne, d'avoir exprimé votre point de vue, qui est celui partagé de beaucoup de femmes et d'hommes. Merci Anne. Il faut qu'on se quitte. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Vous écoutez Europe 1. Il est 1h.